Résolution des problèmes énergétiques au Mali, des centrales solaires pour une capacité totale de production de 400 MW seront construites dans un bref délai. Ce matin, le président de la transition a procédé dans la commune rurale de Sanankoroba à la pose de la première pierre d'une centrale solaire photovoltaïque de 200 MW. Et pour l'amélioration de la productivité agricole au Mali, le dernier lot de 15 000 tonnes d'engrais livré par la Banque mondiale a été réceptionné hier par le ministre de l'Agriculture. L'ensemble des opérations a coûté plus de 10 milliards de francs CFA. Vendredi 24 mai. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. La première pierre de la centrale solaire de Sanankoroba qui marque le début d'une série de constructions de centrales solaires dans le pays a été posée ce matin par le président de la transition. C'est l'entreprise russe Novawind qui est chargée de la réalisation de la dite centrale énergétique d'une capacité de 200 MW. En prélude à cet événement du jour, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience le directeur général de cette société russe. Au cours de l'audience, l'urgence est de relever le défi de la transition énergétique pour le grand bonheur des populations était au centre des échanges. Pour plus de précision, écoutons le directeur général de la société Novawind. Il est au micro de Tamsir Diabati. Мы доложили господину президенту о нашей работе по проектам в энергетике. On était bien reçus par le président du pays. Donc le but de cette réunion de travail il était de faire le point en fait, sur nos avancements de notre projet dans le domaine des énergies. Donc on a donné des détails, des commentaires sur la base de l'avancement de notre projet de construction de centrales solaires. Notre société Novawind il a beaucoup de projets dans les énergies renouvelables, donc, et on prévoit donc, un complexe des projets énergétiques au Mali. Aujourd'hui, donc, la puissance de la centrale solaire de Sanankoroba, ça prévoit 200 MW. Решению вопросов развития энергетики в Мали. Le Mali amorce donc sa transition énergétique en vue de sortir progressivement des énergies fossiles. Après le lancement de la centrale solaire photovoltaïque de 200 MW de Sanankoroba ce matin, les prochains sont prévus les 28 mai et 1er juin à Safo et à Tchagadougou-Dialakoro. Ces centrales auront une capacité totale de production de 400 MW, des infrastructures qui verront le jour grâce au partenariat avec la Russie, mais aussi la Chine et les Émirats arabes unis et qui contribueront largement à la résolution des problèmes énergétiques que connaît le pays. Toutes les explications sur ce projet avec Yaya Konati. Le soleil comme allié dans la gestion de la crise énergétique que traverse le Mali. Les autorités de la transition ont en effet fait le choix de se tourner vers cet astre, réputé source d'énergie sans cesse renouvelable et surtout inépuisable. Cela au moment où les besoins énergétiques ici comme ailleurs vont croissant tous les jours. Sortir de la crise et amorcer un véritable décollage économique, telle est la volonté affichée. Et le tout premier pas dans cette direction, ce sera une centrale solaire photovoltaïque. Elle sera construite dans la commune de Sanankoroba et aura une puissance de 200 MW avec 10% de stockage, du jamais vu dans la sous-région. Son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, nous honore en procédant à la pose de la première pierre de la centrale photovoltaïque solaire de 200 MW à Sanankoroba. C'est la première au niveau du pays et même dans la sous-région, on peut dire. Et c'est une centrale qui va permettre d'amoindrir de beaucoup la pénurie d'électricité qui se pose actuellement dans le pays. La centrale solaire de Sanankoroba sera le premier projet énergétique à voir le jour grâce à la dynamique coopération amorcée depuis un certain temps avec la Fédération de Russie. C'est en effet la société russe Novawind, filiale de l'Agence fédérale de l'énergie atomique Rosatom, qui se chargera des travaux prévus pour durer 1 an tout au plus. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la centrale photovoltaïque de Sanankoroba entrera en production bien avant la fin de sa construction. Il faut dire qu'au bout de 4 mois, la centrale va éjecter de l'énergie sur le réseau.
C'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre la fin de la construction de la centrale. Au fur et à mesure, l'énergie sera injectée sur le réseau. Déjà, il y a un poste déjà à Sanankoroba, donc ce qui va beaucoup faciliter l'utilisation de cette énergie solaire. La pose de la première pierre de la centrale de Sanankoroba marquera le début d'une série de lancements de construction de centrales solaires. Au total, 3 premières pierres seront posées pour 3 centrales du genre en l'espace d'une semaine, avec en ligne de mire une couverture totale et efficace des besoins énergétiques du Mali en 2025. Sanankoroba, c'est la première qui va se tenir le 24 mai. Donc le 28 mai, on aura aussi Safo. À Safo, il y aura une centrale solaire de 100 mégas. Et ensuite, le 1er juin, on ira à Tchakadougou pour la pose de la première pierre d'une centrale de 50 x 2. C'est-à-dire que c'est 100 mégas au final, quoi. Donc, dans tout, on va disposer de 400 mégas autour de Bamako. Déjà, aujourd'hui, le Mali a un problème important de production d'énergie. En plus de cela, pour se lancer donc, dans l'industrialisation, il faut nécessairement beaucoup d'énergie. Donc il faut trouver les moyens d'assurer donc une disponibilité de l'énergie, non seulement pour les populations, mais également pour les entreprises et les industries que nous envisageons de créer avec le secteur privé. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, notre besoin minimum, en tout cas, est de 500 mégas. Et si nous arrivons déjà à produire sous forme d'énergie renouvelable 350 mégas, cela va faire que les barrages de Manantali, de Guina, de Fielou et les autres centrales que nous avons vont largement permettre, j'en suis sûr, en 2025, de couvrir largement les besoins du Mali. Il s'agira en ce moment de se projeter sur les besoins futurs des entreprises pour développer encore d'autres sources comme à Bougouni, nous avons la possibilité de faire encore une centrale de 200 mégas. Ça ne va pas s'arrêter seulement à ces 3 centrales. Il y aura peut-être d'autres centrales comme à Sébou, Kouchala, etc. Même si c'est de moindres capacités, mais il y aura encore d'autres centrales solaires. Donc ça va nous permettre aussi quand même de diminuer de beaucoup, même si on ne dit pas à 100%, en tout cas de diminuer de beaucoup tout ce qui est thermique. Pour la construction de ces centrales auxquelles il faut ajouter celle de Bougouni annoncée pour très bientôt, le Mali a misé sur des partenaires fiables qui comprennent ces difficultés et qui interviendront en mode BOT. Entendez par là un partenariat à travers lequel l'investisseur s'engage à construire un équipement puis à le faire fonctionner pendant un certain temps pour, à l'issue de cette période, en transférer la propriété aux contractants, notamment à l'État malien. La centrale de Safo, ce sera avec la République populaire de Chine, qui va porter sur 100 mégas, et la centrale de Tchakadougou-Dialakoro, qui est de 100 mégas aussi au total, ce sera avec les Émirats arabes unis. Donc ce sont quand même des partenaires qui ont perçu les difficultés de fourniture d'électricité au Mali et qui viennent nous aider pour ça. Donc toutes ces centrales aussi seront en BOT. Donc ça va nous permettre d'améliorer aussi les compétences au niveau des ressources humaines, parce que pendant le temps qu'ils auront à exploiter, il y a une formation. Et ça va permettre aussi de construire certaines usines, surtout pour la production de plaques solaires et même de batteries aussi en lithium. Surtout le lithium, nous en disposons actuellement. Il faut le souligner, en matière d'énergie, le Mali compte aller bien au-delà des centrales solaires. En témoigne la feuille de route signée en mai dernier à Sochi entre le gouvernement malien et l'Agence fédérale russe de l'énergie atomique. Un cadre de collaboration qui permettra également à notre pays de faire ses premiers pas dans le domaine de l'énergie nucléaire. Il s'agit de poursuivre donc les discussions pour qu'on ait une visite de Rosatom sur le terrain à Bamako, pour aller visiter le terrain et savoir quelles sont les zones qui doivent être retenues pour la réalisation de ces centrales nucléaires. Je rappelle que c'est entre 2 et 4 centrales nucléaires de 50 MW qui sont avec la modulation possible de la puissance qui sont attendues dans le cadre de ce projet. En attendant, les regards sont tournés vers le triangle Sanankoroba, Safo, Tchakadougou. C'est autour de ces 3 localités que le Mali amorcera véritablement sa transition énergétique. Les infrastructures qui verront le jour dans un avenir très proche permettront à notre pays de se faire une place de choix parmi les pays africains ayant le plus recours au service de l'énergie solaire.
Et nous reviendrons bien évidemment sur le lancement de la centrale de Sanankoroba ce soir dans le 20h avec nos envoyés spéciaux. La 24e édition du Forum de Bamako a été lancée hier dans la capitale malienne. Cette année, la réflexion porte sur le thème « La culture, facteur de réconciliation, de paix et de développement ». Les participants venus du Mali, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique se retrouvent autour de 7 panels. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge de la culture au nom du Premier ministre. Reportage Mamari Kone. C'est un tableau peu reluisant de la situation mondiale que le président du Forum de Bamako a dressé à l'ouverture des travaux de cette 24e édition. Une édition qui se tient au moment où les armes continuent de tourner dans plusieurs parties du monde avec de nombreuses victimes. C'est parce que nous sommes convaincus que notre destin n'est pas enfermé dans les enclaves mortelles de la haine. C'est parce que nous avons foi en la capacité de sursaut qui sommeille en chacun de nous. C'est parce que nous croyons au génie humain de faire éclore les lumières de la raison, de l'esprit et de la culture. Nous avons choisi le thème de la présente édition qui nous réunit en ce moment. Culture, réconciliation, paix et développement. La culture comme levier. Selon le président du Forum de Bamako, le choix du thème de cette édition n'est pas motivé par la situation du Mali, mais plutôt par l'environnement international. Pour Abdullah Koulibaly, qui a salué la forte mobilisation du gouvernement autour du Forum, la culture est un puissant levier du lien social, communautaire et un vecteur de développement. Conviction partagée par les ambassadeurs de Suède et de Chine au Mali, ainsi que par le bureau du PNUD à Bamako. Pour l'UNESCO, il s'agit à présent de mettre la dimension culturelle au cœur des stratégies de développement. Cette 24e édition du Forum de Bamako, au lieu de réflexion, au profit du développement social, culturel et économique de l'Afrique, est une réelle opportunité de promotion de dialogue, de paix et de cohésion sociale, des valeurs auxquelles notre organisation accorde une importance particulière. En ouvrant les travaux au nom du Premier ministre, le ministre en charge de la culture dira que le riche patrimoine culturel dont dispose notre pays demeure une ressource inestimable pour réguler les tensions et juguler les crises. La culture malienne renferme tous les ingrédients et les ressources sur lesquelles notre peuple devrait s'appuyer pour rebâtir le havre de paix qu'a toujours été notre pays. Cette culture offre des possibilités incroyables, celles que d'aucuns appellent si opportunément l'exception malienne. En tant que fondement de notre identité collective, la culture possède un pouvoir unique et extraordinaire pour rassembler les communautés. La traditionnelle conférence inaugurale a été donnée par le professeur Alioune Sall, directeur exécutif de l'Institut des futurs africains. Occasion pour lui d'insister sur la nécessité de revisiter notre histoire avant d'évoquer l'importance de la culture dans le développement. Le Forum de Bamako est une opportunité pour célébrer les talents. C'est dans ce cadre que 4 prix d'excellence ont été décernés dans les domaines de la science et de la technologie, de l'entrepreneuriat, du leadership féminin et de l'éducation. Ces prix sont revenus respectivement à Orange Digital Center, à Barrick Gold, à Ken Bogoul Marietumba du Sénégal et à Cheikh Tidiane Seck. Au programme de la 24e édition du Forum de Bamako, 7 panels consacrés à l'éducation, à la formation, à la diplomatie culturelle, aux industries culturelles et au financement des politiques culturelles. 15 000 tonnes d'engrais pour améliorer la productivité agricole au Mali. Je vous l'annonçais en titre. Le dernier lot a été livré hier par la Banque mondiale à travers le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest et il a été réceptionné par le ministre de l'Agriculture. L'ensemble des opérations a coûté plus de 10 milliards de francs CFA. Youssouf Diakité. L'amélioration de la productivité agricole, voilà l'une des principales préoccupations des autorités de la transition. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture est à pied d'œuvre pour la facilitation de l'accès de la population malienne aux intrants agricoles sur toute l'étendue du territoire national. Et cette remise d'engrais au ministre de l'Agriculture par le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest est une parfaite illustration de cet engagement gouvernemental. Le gouvernement du Mali et la Banque mondiale ont décidé de mettre en place un programme qui couvre actuellement 8 pays, qui à terme doit couvrir 17 États. Donc c'est
pour faire face à l'insécurité alimentaire, qu'on a mis en place ce programme un peu partout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, et financé par la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à la fin. Le ministre de l'Agriculture, dans son adresse, a insisté sur le maintien du prix subventionné de l'engrais. L'engrais est vendu à 14 000 francs, pas plus. Les zones qui sont concernées se situent dans la région de Ségou, où on a 16 communes, le cercle de Nyono, 6 communes, le cercle de Kouchala, 19 communes, le cercle de Yorosso, 5 communes, le cercle de Sikasso, 24 communes, et le cercle de Kadiolo, 5 communes. Il faut rappeler que le 16 août 2023, le gouvernement a donné son accord pour l'achat de 15 000 tonnes sur le budget du PRSA. On a mis d'abord des commissions en place au niveau de toutes les communes. Après, nous avons mis en place un mécanisme de suivi et de distribution des engrais. Le PRSA, faut-il le rappeler, a pour objectif d'accroître la préparation à l'insécurité alimentaire et améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans les pays participants au programme, dont le Mali. Atelier de formation sur la passation des marchés publics selon les procédures de la Banque mondiale du 23 mai au 1er juin. Plus de 80 agents du bureau du vérificateur seront outillés en vue de mener à bien leur mission de contrôle, d'autant plus que le groupe de la Banque mondiale intervient dans plusieurs projets au Mali et leurs procédures de préparation, d'exécution et de paiement sont différentes de celles du Mali. La cérémonie de lancement de cet atelier était présidée par le ministre de l'économie et des finances, Aloussine Sanou. On en sait plus avec Bemba Sibi. 84 vérificateurs à l'école de passation de marché selon les procédures de la Banque mondiale. 10 jours de formation qui vont permettre à ces agents du bureau du vérificateur général de se familiariser avec les principes de gestion, les phases de préparation des marchés publics, mais aussi de maîtriser les modalités d'exécution et de règlement des marchés publics de l'institution de Bretton Woods. Le bureau du vérificateur général est appelé à travailler sur des projets financés par la Banque mondiale, dont les marchés sont préparés, conclus, exécutés et payés suivant les règles et procédures propres à la banque. Dès lors, il est crucial pour le personnel de vérification que vous êtes de vous servir comme référentiel les procédures de la Banque mondiale. Cet atelier s'inscrit dans le plan stratégique du bureau du vérificateur général qui est de professionnaliser davantage son personnel, ceci en vue de répondre aux défis de contrôle de la gestion publique sur à la fois les ressources intérieures et extérieures provenant notamment des financements des partenaires comme le groupe de la Banque mondiale. La déontologie professionnelle du bureau, exigeant excellence, exemplarité, nous oblige donc à une maîtrise totale des arcanes des marchés publics. C'est la raison pour laquelle nous devons être suffisamment outillés pour être à hauteur de la mission que nous ont confiée par les plus hauts autorités de notre pays. Le premier partenaire financier du Mali, c'est la Banque mondiale et les financements dépassent plus de 1500 milliards aujourd'hui. Donc la Banque mondiale a des procédures de passation des marchés, effectivement, qui sont différentes des procédures du Mali en la matière. Donc il est important que les vérificateurs puissent s'en imprégner. Cet atelier de renforcement des capacités vient compléter les multiples appuis apportés au bureau du vérificateur général par la Banque mondiale. Une collaboration qui est un catalyseur de performance pour le bureau dans le cadre de ses missions de vérification, a souligné le vérificateur général. Le 23 mai, c'est la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Environ 2 millions de jeunes femmes souffrent de fistules obstétricales à travers le monde, dont la plupart en Afrique et en Asie, selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans notre pays, nous assistons à l'augmentation du nombre de malades de 2018 à 2023, soit 2000 femmes en risque de devenir porteuses de fistules. La célébration de cette journée vise donc à amener les décideurs et autorités à s'engager dans la lutte contre ce fléau. Suivant le reportage de Inaba sur l'édition 2024 de cette célébration.
La célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale offre l'occasion de jeter un regard sur les chemins parcourus. C'est pourquoi les décideurs, les autorités et les organisations de la société civile accentuent la sensibilisation pour l'élimination de la fistule au Mali. Il existe des mesures pour éviter cette maladie, l'abandon de la pratique de l'excision et le mariage précoce. Ces femmes méritent une réponse, une prise en charge holistique et multisectorielle. En appui au ministère de la Santé et du Développement social et du ministère de la Promotion féminine de l'enfance et de la famille, le UNFPA a fortement contribué à une meilleure connaissance de la pathologie par la population. La fistule est le fruit de profondes inégalités qui touchent les plus vulnérables, les femmes et les filles issus des couches sociales défavorisées et vivant dans les zones où l'accès aux soins de santé est limité. Selon l'OMS, 2 millions de femmes à travers le monde sont touchées par ce fléau social. Une fois que cela arrive, la mère, la femme ne peut plus s'occuper de son enfant, ne peut plus s'occuper convenablement de sa famille et ne peut pas réaliser les activités génératrices de revenus ou toute autre activité de développement. Je profite vraiment de cette journée, de cette initiative des partenaires pour lancer un appel à tous les partenaires au développement, à tous les partenaires de la santé, pour dire qu'il est temps qu'on s'investisse pleinement pour éradiquer la fistule obstétricale. Pour cette édition 2024, le thème retenu est intensifier la sensibilisation auprès des prestataires et des communautés pour renforcer la prévention et la prise en charge de la fistule. Selon l'enquête démographique de santé 2018, la mortalité maternelle est estimée à 325 pour 100 000 naissances vivantes. La prévalence contraceptive moderne à 16,1%. Seulement 52% des femmes ont entendu parler de la fistule et 30% des femmes suspectes de fistule ont recherché un traitement dans les structures de santé. Ces données témoignent qu'il y a un défi important à relever pour améliorer l'aide obstétricale à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. À noter que le Mali est devenu une référence régionale dans la prise en charge chirurgicale de la fistule. Il a mis son expertise au profit d'autres pays voisins dans le cadre de la coopération sud-sud. Et du sport pour boucler ce journal sociétaire de l'Atalanta Bergame d'Italie, notre compatriote El Bilal Touré a soulevé mercredi dernier le trophée de la Ligue Europa. L'international Aigle est ainsi devenu le 4e Malien à inscrire son nom parmi les lauréats de cette épreuve. Siriagatou Sissi. Cours des grands. L'avancée des Aigles du Mali sera motivée à l'idée de retrouver le nid pour les 2 matchs du mois de juin. Mali-Ghana et Madagascar-Mali à la faveur des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà, bravo à lui. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.